Bonsoir à tous, et bienvenue dans ce récit d'une affaire qui a secoué la tranquille région du Beaujolais. Nous sommes à Chazé d'Azergues, un bourg de 4000 habitants, où la vie semblait s'écouler sans histoire. Le mardi 11 octobre 2005, il est environ 17 h. Éric Boisserand, visiteur médical, rentre chez lui. En voyant la voiture de sa fille, une Opel Corsa, garée devant la maison, il sait que Marine est là. Pourtant, Éric est à 1000 lieues d'imaginer qu'un drame vient de se jouer. Il entre et constate que la télévision est allumée. Mais il ne voit pas sa fille sur le canapé. Il l'appelle. « Marine, Marine !» En s'avançant dans le salon, Éric Boisserand est confronté à une vision d'horreur. Juste derrière le canapé, il découvre une mare de sang. Marine, étudiante de 20 ans, gît sur le dos. Le père est paniqué. Il tente d'appeler les secours. Mais, étrangement, le téléphone sans fil de la maison est introuvable. Il doit utiliser son téléphone portable pour joindre un ami médecin, Jean-Pierre Micol. « Viens vite, Marine est dans une mare de sang. » Il est 17h02. Le docteur Micol prévient aussitôt son associé, le docteur Estanoff, un urgentiste et médecin des sapeurs-pompiers. Les deux hommes se précipitent. En arrivant à 17h08, le docteur Estanoff croise Éric Boisserand et Jean-Pierre Micol qui sortent de la maison, complètement abattus. Le constat est terrible. C'est fini, c'est Marine. En entrant, le docteur Estanoff découvre le corps et une scène très sanglante. Marine présente une large entaille au niveau de la trachée et de nombreuses blessures. Les plaies au poignet et à la gorge évoquent clairement des coups de couteau. Face à ces constatations, l'hypothèse du suicide est immédiatement exclue. Il est aux alentours de 17h30 quand la gendarmerie de Toissé est alertée. Nous sommes sur une scène qui ressemble à un meurtre. Les gendarmes arrivent et gèlent immédiatement la scène de crime. Marine est retrouvée derrière le canapé, sur le dos, entièrement habillée, portant des traces de coups d'un objet tranchant. Les enquêteurs déterminent rapidement que l'agression a eu lieu précisément là où le corps a été trouvé et que tout s'est passé très vite. Cependant, la scène de crime est une énigme. Elle est vierge. Il n'y a aucune trace d'ADN, pas un cheveu, pas de salive, encore moins de sperme, ni aucune empreinte digitale exploitable. Comment un crime d'une telle violence a-t-il pu laisser si peu de traces ? Pourtant, un indice va s'avérer déterminant. Juste à côté du corps, les gendarmes découvrent une trace de pas très nette. C'est la seule preuve véritablement exploitable. Les investigations dans le reste de la maison confirment qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage. Tout est en ordre, rien n'a été fouillé, rien ne manque à première vue. Il n'y a pas non plus de traces de bagarre. L'objet de la visite, c'était la victime. Mais deux objets ont disparu. Les deux téléphones, le fixe de la maison et le portable de Marine. Pourquoi l'auteur a-t-il emporté ces téléphones ? Peut-être pour masquer des traces de sang sur les combinés, plutôt que de les nettoyer sur place. L'arme du crime, elle aussi, est introuvable. Les gendarmes notent qu'il manque un couteau dans la cuisine. Est-ce l'arme utilisée ? Est-ce une arme apportée par le meurtrier ? On sait juste que l'arme est repartie avec l'assassin. Dernier fait étrange, l'un des chats de Marine a disparu. Les enquêteurs mobilisent une centaine de personnes pour ratisser le périmètre à la recherche des objets manquants. Mais ils ne trouvent rien. La seule chose qu'ils possèdent est cette empreinte de pas. Alors que la famille Boisserand, y compris les frères Pierrick et Loïs, apprend l'horrible nouvelle, les enquêteurs se concentrent sur la vie de Marine et l'établissement d'un emploi du temps précis. Elle était qu'une élève studieuse qui souhaitait devenir expert comptable. Ses camarades sont auditionnés et leurs ADN et empreintes sont prélevés. On découvre que le mardi 11 octobre était un jour particulier. Un professeur absent a donné quartier libre aux élèves l'après-midi. Marine était rentrée chez elle vers 14h30 après avoir déposé une demande de stage. Elle préparait un travail scolaire. Grâce à l'analyse téléphonique, l'emploi du temps est reconstitué avec une précision rare. À 16h15, Marine dit à une copine au téléphone qu'elle termine quelque chose et qu'elle partira dans 10 minutes. À 16h32, un appel est passé du téléphone fixe vers le numéro de son frère Pierrick, mais il n'aboutit pas. Puis à 16h36, un tout dernier appel est émis depuis le portable de Marine. Le destinataire est José Munoz, gérant d'un garage automobile. Fait étrange, ce n'est pas Marine qui est au bout du fil. José Munoz raconte qu'il a répondu et a entendu une voix d'homme assez grave, qui parlait comme un artisan à son ouvrier. « Qu'est-ce que tu fais ? Viens ici, où tu vas ?» Il y avait des bruits de course, puis plus rien. Le garagiste est à peu près convaincu d'avoir entendu la voix de la personne qui a tué Marine. Marine n'aurait pas appelé son garagiste à l'aide. Le meurtrier a frappé dans un créneau horaire extrêmement serré. 16h36, 16h37, 16h38. Ce laps de temps est corroboré par un témoignage capital, celui de Madame Bory, une voisine qui habite juste en face du chemin des Aubépines. À 16h45, soit 10 minutes après le dernier appel,
Madame Bory voit une voiture sortir à toute allure du chemin menant chez les Boisserands. Elle manque de heurter le véhicule. Pour les enquêteurs, il s'agit probablement du meurtrier en fuite. Elle décrit une grosse voiture grise, un break gris. Le conducteur avait les cheveux châtain clair et un long visage. Le fils de Madame Bory confirme avoir vu cette même voiture s'engager sur le chemin à 16h30, soit juste avant l'heure du crime. La voiture était manifestement là pour aller chez les Boisserands, car il n'y a pas d'autre maison après. Les gendarmes se lancent sur cette piste, interrogeant de nombreux propriétaires de break gris. Mais tous ont un alibi. L'enquête piétine, laissant le village de Chazé d'Azergues en pleine psychose. Qui est l'assassin qui frappe gratuitement dans un petit village ? L'autopsie apporte d'autres éléments au portrait du tueur. L'agression était extrêmement rapide et violente. 12 coups de couteau en moins d'une minute. Les coups ont été portés sur le côté gauche, suggérant un agresseur droitier. L'arme mesurait entre 10 et 15 cm. Enfin, la fameuse trace de pas correspond à une chaussure de sport de taille 43. Un portrait robot se dessine. Un homme droitier, mesurant entre 1,75 m et 1,80 m et chaussant du 43. Un autre indice crucial est soulevé par la famille. La porte d'entrée, qui nécessitait de relever la poignée pour être complètement fermée, était correctement verrouillée quand Eric est rentré. Marine n'aurait jamais ouvert à un inconnu. Et celui qui est parti savait comment fermer la porte. L'absence d'effraction et de désordre corrobore l'idée que le meurtrier connaissait la maison. Ce profil, un proche, droitier, châtain, 1,75 m, taille 43, pointe vers une seule personne, Ludovic Pierrefeu, 20 ans, un camarade de classe. Il était également le dernier petit ami de Marine. 3 mois avant le drame, Marine l'avait quitté, mais Ludovic était toujours amoureux d'elle et vivait très mal cette rupture. La non-acceptation de la rupture et la jalousie offrent un mobile passionnel. Ludovic connaissait la maison, ses habitudes et le système de fermeture de la porte. Lui non plus n'avait pas cours ce jour-là. Ludovic Pierrefeu devient le suspect numéro 1. Le 23 mars 2006, il est placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il est confus et donne plusieurs versions contradictoires de son emploi du temps pour le 11 octobre. Il prétend être rentré chez lui en début d'après-midi avant de faire de la musculation et de rentrer vers 16h30, l'heure du crime. Malgré les doutes et les inexactitudes, Ludovic Pierrefeu clame son innocence. Faute d'aveu et de preuves matérielles, il est libéré après 33 heures. La piste de l'ex-petit ami s'écroule. L'enquête se tourne vers une autre hypothèse, le meurtre par un rôdeur. À seulement 100 mètres du domicile des Boisserands se trouve l'Abri, un centre de réinsertion hébergeant des personnes connues des services de police. Un homme retient l'attention. Emmanuel, un SDF de 32 ans, arrivé 4 jours avant le meurtre. Il a un passé judiciaire, notamment pour des agressions au couteau. Lors d'une perquisition dans sa chambre, les enquêteurs découvrent des baskets Air Max Nike. Elles correspondent à la fameuse trace de pas de taille 43. Après cette perquisition, Emmanuel disparaît subitement. 1 an plus tard, en octobre 2006, Emmanuel est localisé près de Lyon et arrêté. La perquisition de son nouveau foyer est riche en découvertes. Un pantalon taché de sang, un vêtement féminin et une mallette Sanofi. Le père de Marine travaillant beaucoup avec Sanofi, l'espoir renaît. Emmanuel est mis en examen, il clame son innocence. Les enquêteurs notent qu'il a une véritable passion pour les chats, ce qui pourrait expliquer comment il aurait pu entrer en contact avec Marine, elle aussi amie des chats. L'affaire semble bouclée, mais les résultats des expertises anéantissent tous les soupçons. Le sang sur le pantalon d'Emmanuel était celui-ci, ses chaussures, bien que de taille 43, ne collaient pas avec l'empreinte de la scène de crime à cause d'un degré d'usure différent. Quant à la mallette Sanofi, elle avait été fabriquée après le meurtre de Marine. Encore une fois, les indices à charge finissent par exonérer le suspect. Emmanuel est relâché après 3 mois de détention. Les enquêteurs sont forcés de tout recommencer à zéro. L'enquête s'enlise pendant 2 ans. Un rebondissement survient en août 2008, avec l'arrestation de Stéphane Moitoiré et Noël Aego, les routards du crime, impliqués dans le meurtre de Valentin, poignardé 44 fois dans un village voisin. Le mode opératoire est similaire. Moitoiré est soupçonné d'être impliqué dans l'affaire Boisserands,
car il était dans la région du Beaujolais au moment des faits. La piste est renforcée lorsqu'un prêtre qui a hébergé le couple se souvient qu'ils avaient un petit chat noir. Marine, le jour du meurtre, a vu son propre chat disparaître. L'hypothèse est émise qu'elle aurait ouvert la porte à Moitoiré pour lui demander des comptes sur le chat. Cependant, Moitoiré et Ego restent muets et les gendarmes n'obtiennent aucun aveu. Nouvelle désillusion. Éric Boisséran, ne pouvant accepter l'échec, se constitue une équipe et reprend le dossier à zéro. Il devient enquêteur. En épluchant les 4000 auditions, il exhume un procès-verbal capital. 2 collégiens avaient livré un témoignage troublant. Le jour et à l'heure du crime, tout près de la maison, ils ont croisé un jeune homme courant comme un dératé. Les enfants se souviennent d'un homme au teint mat, aux cheveux courts et bruns, portant un survêtement blanc. Plus important encore, ils décrivent ses chaussures, dont le modèle correspond pile-poil à l'empreinte laissée sur la scène de crime. Le comportement de l'individu est très étrange. Quand les garçons lui ont dit bonjour, il a tourné la tête et mis sa main devant son visage, cherchant à se dissimuler. Mais qui était cet individu masqué, au jogging blanc ? Les collégiens reconnaissent cet homme sur une photo de classe de Marine. Il s'agit de Ludovic Pierrefeu. Fort de ce témoignage ignoré, Éric Boisséran saisit le juge d'instruction en octobre 2011. Un mandat d'amener est lancé contre l'ex-petit ami. Ludovic Pierrefeu, passionné de plongée, avait quitté la France depuis 2009 pour la Malaisie, où il n'existe pas d'accord d'extradition. Cependant, les enquêteurs apprennent sur Facebook que Ludovic prévoit de revenir en France pour Noël 2011. Le 17 décembre 2011, Ludovic Pierrefeu est interpellé à l'aéroport de Roissy à sa descente d'avion. Il est immédiatement mis en examen et écroué. Mais, comme la première fois, il clame son innocence et après 15 jours, son avocat obtient sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, près de 2 décennies après les faits, l'énigme du meurtre de Marine Boisséran n'est toujours pas résolue. Les soupçons sont puissants, mais les preuves matérielles font toujours défaut. Qui était l'homme à la voix grave que le garagiste José Munoz a entendu au bout du fil, juste au moment du drame ? Qui était le conducteur aux cheveux châtains de la voiture grise aperçu par Madame Bory ? Et surtout, qui était l'individu au jogging blanc qui a cherché à cacher son visage et qui portait les mêmes chaussures que celles de l'empreinte fatale ? Malgré les échecs et les désillusions successives, Éric Boisséran, déterminé, a juré qu'il ne lâcherait jamais. Le mystère demeure entier. L'assassin est-il toujours en liberté, observant l'échec de la justice ?